Nouveau rendez-vous avec l'actualité sportive sur Multisport 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir dans vos ménages pour commenter l'actualité sur ce plateau avec moi. Rodney Ovono et bien évidemment Andy Essonneau de Desk Sport de Gabon 24. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. On ne le dira jamais assez. Merci déjà d'être là, surtout merci de vos performances et merci d'avoir accepté justement de venir commenter avec nous ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, mais nous remercions aussi notre patron. Notre patron, c'est le public, ce sont les téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi sur Gabon 24. D'accord. Alors avec vous, nous avons donc décortiqué ce qui a fait l'actu de la semaine. On parlera de basket, on parlera de football aussi, mais le basket, c'est comment aujourd'hui les associations sportives, surtout les clubs et toutes les autres organisations peuvent, au-delà de la subvention de l'État, essayer de pouvoir s'organiser. Et bien évidemment, mesdames, messieurs, c'est dans quelques instants seulement après les titres de Karl Mbiyindou. Comment faire vivre les clubs, associations et autres organisations de basketball sans la subvention de l'État? La problématique a fait le tour de la table des masterclass organisées jeudi dernier au siège des Basketball Academy Club. Les Panthères du Gabon version cycliste en regroupement ce lundi. Le staff technique gabonais a choisi Franceville dans le sud-est du Gabon pour leur mise en jambe. Voilà, merci donc encore une fois de nous recevoir dans vos ménages. Si c'est maintenant que vous nous prenez, vous n'avez encore rien raté. Nous ne sommes que dans le cadre, bien évidemment, de ce démarrage de cette émission. Alors, messieurs, on en parle déjà en titre, mais avant de pouvoir débattre de toutes ces questions, on a un peu fait le tour. On avait commencé il y a quelque temps avec le football. Aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre. C'est le cas du basket aujourd'hui qui doivent notamment voir quels sont les mécanismes de levée de fonds. Oui, mais c'est clair, il faut bien. Parce que l'État est là, certes, pour subventionner, mais l'État ne va pas répondre à chaque fois. À chaque petite compétition, l'État ne sera pas là. Donc c'est bien que les structures puissent s'autonomiser et trouver des voies et moyens pour engranger le nerf de la guerre, le franc, pour pouvoir vivre de lui-même et exercer leur programme sportif tout au long de l'année. D'accord. Alors on va dire qu'on prend les mêmes et on recommence parce que la question du financement n'est pas qu'une question de football. C'est une question dans le sport en général. Aujourd'hui, je crois que certaines personnes ont compris qu'il fallait trouver des fonds, il fallait lever des fonds pour que des disciplines sportives puissent vivre. Il y a quelques semaines, c'était la problématique du financement dans le football et le sport en général. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier. C'est de comment financer les compétitions de basket. Là encore, c'est un abonné de la balle orange, un amoureux de la balle orange qui a mis en place cette masterclass-là pour permettre au monde du basket de pouvoir trouver les voies et moyens pour lever ces fameux fonds-là, pour que l'État ne soit plus le seul, le principal bailleur. D'accord. Ce qui met souvent le bâton dans les roues de certaines compétitions. Vous l'avez compris, donc les tentatives de réponse, surtout les pistes des solutions vont être données dans ce reportage de notre rédaction de Multisport 24 pour tenter de répondre donc, à cette question. L'initiative est de Willy Conrad Asseco, lui qui est président donc, de la BAC, qui est revenu sur ces questions-là avec les experts, mais surtout avec les présidents des ligues provinciales. Regardez. La masterclass dédiée essentiellement au président de la Ligue provinciale de basketball avait pour objectif, au-delà des subventions qui émanent de l'État, de trouver des fonds propres pour un fonctionnement optimal de leur activité. La rencontre des différentes ligues provinciales de basketball initiée par la Basket Academy Club vise à mieux structurer le basketball au Gabon. En menant cette action, nous pensons que nous aiderons les différentes ligues provinciales, nous contribuerons tout au moins à la fois à redéfinir le modèle économique du sport en général et du basketball en particulier, mais aussi à contribuer en fait quelques pertes qu'on peut déceler ici et là dans différentes provinces. Pour Willy Asseco, le sport en général et le basketball en particulier doit pouvoir s'épanouir sans l'aide des autorités sportives du pays. On ne doit pas attendre tout de l'État. Les associations et les ligues provinciales évoluent dans un écosystème. Nous devons rechercher les financements, nous devons d'abord identifier les potentiels bailleurs. Nous devons souvent nous poser la question de savoir ce dont ils ont besoin. Un mot d'emploi a même été proposé au président de la Ligue par l'initiateur de la rencontre. Il y a cette démarche-là que toutes les ONG doivent pouvoir mener, à la fois identifier le bailleur de fonds, savoir ce qu'il recherche, aller avoir une très très bonne démarche vers la personne, maintenir le contact,
utiliser les fonds et tout ce qui a été alloué pour la formation de façon claire et précise. Ensuite, soumettre le rapport. Cette rencontre riche en stratégie marketing et de management a également permis aux différents acteurs de la balle orange d'échanger leur expérience. Toute chose qui a suscité la réaction du président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva. C'est une initiative louable parce qu'elle nous permet d'apprendre aux uns aux autres comment devenir autonomes. Mais leur autonomie, c'est une autonomie à une certaine mesure, dans la mesure où nous visons tous à la bolle. Les ligues visent la Coupe du Gabon et ensuite aller à la phase internationale. C'est pour cela les présidents de ligue, les présidents de clubs et même les encadreurs devraient s'enrichir de cette compétition, de cette formation qui leur permet, au moment des compétitions, de savoir se vendre. Les organisations sportives en général et celles orientées vers la balle orange disposent désormais des outils nécessaires pour une gestion financière autonome de leurs différentes structures. Alors, messieurs, on revient sur ce plateau pour nous poser une première question. Qu'est-ce qui a suscité ou qui commence à susciter justement de telles initiatives auprès des présidents des clubs et des ligues et toutes les autres organisations? Pour ma part, je crois que c'est le manque de voies et moyens par rapport au financement des compétitions. C'est aussi de se dire qu'il faut avoir des réserves. Il faudrait que une ligue ou bien la Fédération gabonaise de basket veut organiser une compétition, qu'elle puisse avoir des fonds dans ses réserves, qu'elle puisse sortir de l'argent, on va dire du tic au tac, comme ça. On a l'exemple de la Coupe du Gabon, qui généralement a beaucoup de difficultés à démarrer. On a aussi l'exemple du Gabon qui a organisé les éliminatoires de la Ligue des champions de basket. Sans pourtant trahir certains secrets, il y a eu beaucoup de difficultés. Nous avons reçu le président de Manga qui a également évoqué ces difficultés-là. Donc l'État ne sera pas toujours le garant de ces compétitions-là. Il faudrait aujourd'hui trouver les voies et moyens pour que les fédérations, les ligues, les associations, les ONG puissent avoir leur manne financière afin de lancer des compétitions. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait aussi assainir l'environnement économique. Cela ne peut pas, cela passe forcément par un environnement économique stable et sain. Et là, on peut faire intervenir les entreprises, comme cela se faisait il y a quelques années, comme cela se fait ailleurs. D'accord. Mais à ce niveau, il faut aussi mettre il faut aussi que l'État aussi joue sa partition, que l'État puisse faire des concessions. Par exemple, on peut imposer aux entreprises d'un certain niveau de financer telle ou telle équipe ou bien telle ou telle activité. En contrepartie, on peut leur dire, par exemple, bon, tenez, tout ce qui concerne les taxes douanières, on va faire de moitié ou bien vous serez exempté de taxes douanières. Là, ça va relancer aussi non seulement l'économie du sport, mais aussi la concurrence. D'accord. Et qui dit concurrence dit aussi bailleur de fonds, dit sponsor et dit tout ce qu'il y a autour du sport. Ce n'est pas seulement le jeu comme on le voit, mais il y a aussi autre chose. Et je crois également que ce qui a emmené cette initiative, c'est déjà l'exemple réussi de la Basketball Academy Club, qui, sans l'aide de l'État, a pu organiser pas mal de compétitions avec le tournoi qui sont allés jouer à l'étranger, je crois au Bénin. Donc il a un cas d'école que lui-même il a expérimenté avec sa propre organisation sans aucune subvention, sinon l'aide des sponsors. Donc il serait bien pour le bon fonctionnement du sport au Gabon et particulièrement de la balle orange, que les autres structures, sinon les ligues, prennent exemple sur le cas de la Basketball Academy Club pour pouvoir s'épanouir et ne pas tout attendre effectivement des autorités sportives du pays. Mais ça nécessite ou nécessitera, messieurs, qu'il y ait des personnes formées, des véritables managers, des véritables managements. Peut-être aussi que ces présidents de clubs pêchent justement dans le cadre de la procédure. Comment faire pour pouvoir épater, pour pouvoir appâter, sinon attirer ces entreprises vers leurs activités? Là est toute la question. Déjà, la formation des formateurs. Il faut former les présidents. Il faut former les dirigeants. Il faut former la classe dirigeante à une gestion tout autre de ce que l'on connaît. On ne peut pas tout faire.
Un président de club ou un président de ligue ou un président de fédération a son rôle à jouer. Son directeur exécutif ou son directeur délégué a son rôle à jouer. Après, on peut avoir, aujourd'hui, dans le sport est fait de telle sorte qu'il y a des domaines bien précis, bien spécifiques, et on a besoin de personnes aussi qualifiées dans ces domaines-là. La communication du sport n'est pas la même qu'une communication institutionnelle, c'est différent. Il y a du dynamisme, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Le management du sport qui aujourd'hui devient de plus en plus vulgarisé par les joueurs eux-mêmes. La reconversion, il faut savoir reconvertir les anciens joueurs pour qu'ils puissent apprendre un métier autour du sport. Ouais. Il y a beaucoup d'événements qui pourraient faire en sorte que les entreprises puissent aujourd'hui donner de l'argent, mais en contrepartie aussi de se dire qu'il faudrait qu'une équipe aussi ait des bons résultats. C'est du business. Effectivement, donc les clubs et les structures sportives doivent dorénavant fonctionner comme des entreprises et non plus comme des simples équipes de sportifs et autres. Donc il faut à chaque niveau une responsabilité qui correspond au background d'une certaine personne pour que les choses aillent bien. Je comprends ce que vous dites, mais la véritable question, est-ce que ce n'est pas aussi un peu ce cadre-là culturel? On est habitué à faire certaines choses au Gabon, dans le cadre de la mise en place permettez-moi, des clubs. On a un président d'honneur, on a un président actif. Voilà, c'est quelqu'un qui crée son business, j'ai envie de dire ça comme ça, et qui donne de l'argent. Mais quelque part, est-ce que cette mentalité, est-ce qu'on peut la bouger? Comment Oui, on peut la bouger. On peut la bouger. Dans certaines institutions, dans certains clubs, il y a un PCA. Il y a le PCA, il y a le conseil d'administration. Ce sont eux qui votent pour le président du club. Après, il y a aussi le propriétaire d'un club, mais il y a aussi un conseil d'administration. Et souvent, il n'est pas rare de voir des propriétaires de clubs souvent mis à l'écart, ou bien des propriétaires d'institutions sportives souvent mis à l'écart, parce que la gestion n'a pas été bonne. Il faut un canevas. Et c'est souvent la gestion, on va dire, familiale des clubs qui ont souvent emmené cette situation-là. Si. Alors que un club dans n'importe quelle discipline sportive est une institution, mais c'est également une entreprise. Et c'est une entreprise sportive. Donc, qui n'est pas forcément régie par les mêmes règles que les autres entreprises. Mais toutefois, il y a quand même des bases qu'il faudra poser. Un joueur de foot ou bien un joueur de basket ne peut pas aller voir un président sans passer par son entraîneur. Il y a tout ce cheminement-là, c'est une chaîne. Et lorsque la chaîne est rompue ou bien que la hiérarchie n'est pas respectée, eh bien, ça va dans tous les sens. D'accord. Peut-être un dernier mot sur cette question. Bon, juste dire que lorsque tout est bien ficelé, lorsque les postes et responsabilités sont bien faits, surtout lorsqu'on rompt avec l'ancienne méthode, celle que tu as évoquée, Lambris, je crois que tout ira. Manga est un exemple. Ils ont participé aux éliminatoires de la Champions League de basket africaine. Chez nous, ils sont allés jouer en même temps au Cameroun. C'est justement parce qu'autour d'eux, il y a toute une organisation qui suit l'évolution du club, qui met les joueurs dans les conditions pour pouvoir avoir de bons résultats à la fin. Allez, merci messieurs. On espère tout simplement que ces présidents de clubs et associations qui ont été outillés pourront notamment s'en sortir sur le terrain. Nous parlons d'une autre discipline très appréciée par l'ensemble des Gabonais. Il s'agit de la tropicale, la Miss Abobo, la petite reine, messieurs. Nous avons appris justement par nos confrères que l'équipe nationale version cycliste pourrait rentrer en préparation ce lundi. On espère que tout est fait prêt. On parle de beaucoup de pesanteurs quand même de ce côté-là. La province du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon a été choisie pour justement amener ces jeunes Gabonais à pouvoir se préparer dans cet élément. On a les détails. L'équipe gabonaise de cyclisme, composée essentiellement de 11 coureurs et de 2 encadreurs, dont le coach national Abraham Olano, a quitté Libreville ce lundi 23 décembre 2019 par avion à destination de Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, située au sud-est du Gabon. Durant un mois, les spécialistes de la petite reine gabonaise vont se préparer en toute sérénité. Selon nos confrères du quotidien gabonais L'Union, cette préparation est prise en charge entièrement par le ministère des Sports qui souhaite que ces athlètes, mieux qu'une simple participation, fassent mieux et peut-être bien plus encore. Car dans cette 15e édition qu'organise le Gabon, il s'agirait de mettre un terme à la philosophie
de Pierre de Coubertin, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de participer. Reste à savoir quel résultat pour ces coureurs gabonais qui n'ont aucune compétition dans les jambes toute l'année. Une problématique que devrait prendre en compte le ministère des Sports, mais surtout la Fédération gabonaise de cyclisme, mise sur le banc pour les contre-performances affichées par les coureurs depuis plus d'une décennie. Voilà, on reviendra toujours chaque année sur cette problématique posée par Sabrina Massima. On va vers une compétition très connue, une grande compétition internationale connue à travers le monde. Et on a une équipe gabonaise qui, aujourd'hui, messieurs, il ne faut pas avoir honte de le dire, traîne un peu le pas. Effectivement, dès lors qu'on n'a pas une fédération bien étoffée, lorsqu'on n'a pas une fédération qui fonctionne, c'est clair que l'équipe nationale en souffre. Donc la baisse de forme, le fait que les cyclistes gabonais soient éparpillés, on ne sait pas trop dans quelles conditions ils vivent, cette situation est due au fait qu'il n'y a pas une fédération concrète et bien agencée. Et c'est très mauvais pour le cycliste gabonais, étant donné que la compétition, c'est l'une des compétitions phares de l'Afrique. Sinon, elle est en train de prendre de l'envol sur le plan international. On est la première compétition dans l'année civile. On démarre en janvier. Donc c'est souvent la plateforme pour certains professionnels de venir s'exprimer. Mais il est grand temps que les Gabonais arrêtent avec l'idée de participer simplement. Il faut qu'on sorte de là quand même avec une victoire d'étape, pourquoi pas le maillot jaune. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une bonne structure autour de la fédération et autour de ces cyclistes gabonais qui ne demandent qu'à être bien encadrés pour pouvoir faire des performances. Alors, Rodin, on va se poser la question, elle est fondamentale. Pourquoi envoyer les garçons au casse-pipe? On ne va pas passer cela. Pourquoi envoyer les garçons au casse-pipe quand on sait que sur le plan national, il n'y a pas compétition, il n'y a pas championnat et les garçons ne sont pas en jambes? On craint peut-être là des cas de blessures. Pourquoi envoyer les garçons dans une compétition, ce qu'il y aura des professionnels, des habitués qui viendront pour pouvoir véritablement participer et pourquoi pas se préparer pour d'autres compétitions à travers le monde? Alors, pourquoi envoyer les garçons au casse-pipe? Je pense que la réponse n'est pas je ne suis pas la personne habilitée ou bien je ne suis pas l'autorité habilitée à répondre parce que lorsqu'on envoie des athlètes se préparer un mois, c'est vrai, dans des conditions, on va dire des bonnes conditions parce que la zone du sud-est du Gabon, notamment Franceville, est une zone adéquate pour s'entraîner. Le relève C. Ouais. Mais lorsque vous avez des équipes professionnelles, des équipes qui s'entraînent toute l'année, 12 mois, et une équipe qui s'entraîne un mois, je crois que la différence, elle est vite faite. L'an passé, on a vu que même André Greppel, qui est aujourd'hui le meilleur sprinter en activité, avec plus de 150 victoires, s'est cassé les dents au Gabon, alors qu'il courait avec Arkea Samsic. Alors qu'il courait, il a couru, il a fait le Tour de France. Et quand on voit qu'ici, c'est vraiment cassé les dents, excusez-moi l'expression, au Gabon, ça montre le niveau aujourd'hui de la Tropicale Amissa Bongo. Et on ne s'entraîne pas en un mois. Un mois ne suffit pas pour s'entraîner. Après, il y a peut-être aussi une question de représentativité. Représenter le pays, c'est vrai, mais à quelle fin? On va représenter le Gabon, mais dans quelles conditions? On a déjà un cycliste qui a abandonné parce qu'il s'est dit je ne vais pas aller concourir alors que je ne suis pas prêt. Donc si on est René Khalifa, donc il n'est pas prêt, il se dit moi je ne vais pas courir parce que je ne vais pas aller dans une compétition de 7 jours, c'est vrai 7 jours, mais avec le plateau que nous avons, qui a été dévoilé par les organisateurs de cette Tropicale Amissa Bongo, avec le parcours le plus long jamais mis en place, je pense qu'il y aura beaucoup de dégâts lors de cette compétition-là. En plus, vous avez des éternels, on va dire, des habitués de cette Tropicale qui viendront, qui s'entraînent chaque année. Maintenant, la question du Gabon, la Fédération gabonaise de cyclisme, où en est-on? Les compétitions, comment cela se passe? Les ligues, en gros, on a une fédération qui n'existe pas. C'est vrai, le ministre gabonais des Sports, Franck Guéma, a dit cette préparation est mise en place pour que les athlètes, les cyclistes, on va reprendre les termes,
n'aille pas participer pour pas faire de la participer. figuration. Mais là, on va faire de la figuration, excusez-moi. On va faire de la figuration parce qu'on n'est pas prêt. Un mois n'est pas suffisant pour des athlètes de haut niveau afin de participer à cette compétition-là. En quelques secondes, avant de clore cette première partie, sur le plan organisationnel, on rassure que la quasi-totalité des équipes a répondu quasiment présente. Sur le plan... Je peux vous affirmer qu'après le tracé, toutes les équipes qui vont participer à cette compétition sont déjà connues. N'ayons pas peur de le dire, la Tropicale Amissa Bongo aujourd'hui est la plus grande compétition sur le continent. C'est la compétition qui représente non seulement le Gabon, mais l'Afrique. On dit peut-être quelque chose dire simplement que bon courage à ces Gabonais qui, n'ayant pas peur des mots, pourraient se casser les dents, mais avec un espoir quand même de remporter même une victoire d'étape, ce serait bien quand même. Une victoire en 15 éditions, c'est... Ouais. Ça fait quand même 15 éditions. Ça va faire la 15e édition, 14 éditions et aucune étape. Si on fait le ratio... on n'existe pas. D'accord. Allez, merci monsieur. Plus les dieux du sport vous entendent, surtout les dieux du cyclisme vous entendent, et que nous vous accompagnons tous, bien évidemment, cette équipe gabonaise. On se dit juste à très bientôt dans le cadre de la deuxième partie. Retour sur ce plateau de Multisport 24, on garde les mêmes et on continue. Rodney Ovonne est là. Et bien évidemment, on dit Sono du desk de Gabon 24 pour décortiquer avec vous ce qui a fait l'actualité cette semaine au Gabon et à travers le monde. Mais si on parle de cette assemblée générale des présidents de clubs de football féminin de l'Est-UR, parce que la question également de football féminin est à l'ordre du jour au Gabon, ça marche tantôt ou pas, mais en tout cas, on est en train de mettre les bouchées doubles pour que du côté des femmes aussi, l'on joue au football. On se retrouve derrière ce reportage. La Coupe du monde de football féminin France 2019 a été un véritable détonateur dans de nombreux pays du monde. À l'instar de la France, plusieurs nations ont voulu capitaliser ces retombées d'un football qui a longtemps cherché plus de visibilité, mais aussi plus de reconnaissance. En Afrique, si chaque pays tente aujourd'hui de mettre en place des mécanismes pour la création, la vulgarisation et l'évolution d'infrastructures sportives et d'un championnat consacré aux femmes, la tendance montre clairement que sur le continent, certains pays à l'instar du Nigeria, du Cameroun et dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud ont mis en place de véritables championnats féminins d'élite. D'ailleurs, des sélections comme celle des Super Falcons et des Lions Indomptables se qualifient régulièrement pour la Coupe du Monde. Outre ces nations, le reste du peloton joue en division inférieure. C'est notamment le cas du Gabon qui traîne encore les pas en matière de football féminin. Une situation due notamment à l'absence de championnat régulier, ce qui continue de relancer le débat sur la mise en place d'un championnat professionnel à la hauteur des ambitions des acteurs de la version dame du football. Aujourd'hui, on nous impose de participer à un championnat de football féminin de l'Est-UR en payant des frais, sachant que des subventions sont données à la fédération pour ce but-là. Alors nous trouvons qu'il n'est pas du tout normal que nous puissions payer ces frais alors que la fédération et les moyens qu'elle reçoit est en mesure de pouvoir pallier à ces charges-là. Puisque déjà, on sait que la fédération, dans son organisation, fournit les ligues. Et donc le football féminin devait aussi être soutenu par la fédération dans toutes les ligues provinciales. Une courbe que veut donc inverser l'association des clubs de football féminin de l'Est-UR qui a tenu récemment sa première assemblée générale dont l'unique objectif était la mise en place de son bureau. Un bureau qui veut faire bouger les lignes en ce qui concerne le football féminin. Nous avons voulu mettre les choses au point puisque depuis quelques semaines nous aurions dû commencer le championnat mais malheureusement cela ne s'est pas fait parce que les clubs refusent d'y participer parce que des frais d'engagement et des frais de licence leur sont demandés. Or, je sais qu'il y a 2 ans de cela, le président de la fédération s'est proposé d'aider le football féminin. Bon, certainement parce qu'il y avait des moyens qui étaient mis à la disposition de la fédération pour le football féminin et qu'on allait arriver à un championnat national, un championnat de football national féminin.
Bon, jusqu'à présent, cela ne s'est pas fait. Alors que le ministre gabonais des Sports, Franck Guéma, a affirmé dans un entretien accordé au quotidien L'Union en date du 20 décembre 2019 que les championnats de première et deuxième division débuteraient incessamment, il serait également nécessaire de se pencher sur la question d'un championnat féminin viable et régulier. Voilà, messieurs, avant que de pouvoir peut-être rejoindre Freddy Koula, lui qui est président d'Akanda FC, aussi une équipe féminine, est-ce que ce sera le départ de quelque chose au sein du football féminin au Gabon à travers cette association qui est mise en place? Le départ de quelque chose, selon ce que l'on a vu, selon cette assemblée générale à laquelle on a assisté, oui, ce sera le départ de quelque chose. Maintenant, il faudrait que les choses se fassent bien. Il faudrait que les choses se fassent dans l'ordre des choses. Il y a déjà une association qui est mise en place, peut-être pour garantir le droit des joueuses, pour garantir aussi la sécurité de ces joueuses-là. Après, malheureusement, on se retrouve avec des clubs, parce que je crois que c'est là la véritable problématique. On se retrouve avec des clubs de football, mais il n'y a pas de championnat. D'accord. Il n'y a pas de tournoi. Il y a quand même des clubs qui existent. Il y en a qui existent. D'ailleurs, la dernière année, c'est cette équipe de Atlético Akanda, dont le président n'est autre que Freddy Koula. Donc, vous voyez qu'on a des joueuses qui sont là, mais qui n'ont pas d'activité sportive. C'est vrai qu'après, pour la plupart, elles sont étudiantes ou bien elles sont élèves. Donc, elles donnent de leur temps pour s'entraîner. Maintenant, il faudrait jouer parce qu'il n'y a que la compétition qui par laquelle voilà. On se démarque par la compétition. Alors, donc on va se poser la question, qu'est-ce qui manque effectivement? Est-ce qu'il faut un cadre juridique pour pouvoir encadrer cela? Qu'est-ce qui manque pour que ces filles jouent véritablement ou commencent à jouer au football? Moi, je crois que c'est là une volonté politique, en fait. D'accord. Parce que si on mise tout sur les hommes, pourquoi oublier les femmes? On a vu ce qu'il y a eu, l'engouement autour du football féminin lors de la Coupe du Monde, lors même de la Coupe d'Afrique au Cameroun. On a vu également, même ici au Gabon, les Gabonaises qui sont... On a vu du côté de Tubanga, les femmes se réunir pour pouvoir faire participer à un tournoi. Oui. Donc ça devrait en principe... Et en plus, elles ont la volonté. Elles sont allées faire, l'équipe nationale allait faire une remontada au niveau du Congo. Ouais. C'est pas rien. Donc il y a de la volonté de jouer. C'est juste que les politiques n'ont pas encore assez mûri la chose. Donc du coup, si chez les hommes ça tâtonne, c'est pas évident que ça aille mieux chez les femmes. Donc il faudrait qu'on aplanisse les choses, comme on a pour habitude de le dire ici sur ce plateau. On aplanisse les choses, qu'on repense le football gabonais dans tous ses sens, et féminin et masculin. Et je crois que tout ira mieux. Après, à la différence du football masculin, c'est que le football féminin est subventionné par la Fédération internationale de football. D'accord. C'est là la différence avec le football masculin. Et de plus, la subvention a été doublée. On parle de 500 millions de dollars à 1 milliard d'euros. Donc, on a doublé la subvention par deux. Pardon, doublé, excusez-moi, la subvention. Et donc, on devrait aujourd'hui avoir les subventions dans chaque pays doublées également. Ou être ajoutées même ne fût-ce que de 50%. Ce qui devrait permettre d'avoir le même titre qu'on a un championnat de 9 mois pour les hommes, on devrait avoir un championnat de 9 mois pour les dames. Pourquoi ça marche au Cameroun? Pourquoi ça marche au Nigeria? Pourquoi ça marche en Afrique du Sud? Pourquoi ça commence même à marcher au Soudan et ça ne devrait pas marcher au Gabon? Où vont ces fonds-là? Donc, ce sont des fonds qui sont destinés au championnat. Ce n'est pas un secret, la FIFA subventionne le championnat féminin et le championnat des plus jeunes, et le football des plus jeunes. Donc, moi, je trouve indécent, je trouve que c'est malvenu de n'organiser un championnat que parce qu'il faut mettre en place une sélection. D'accord. Là aussi, c'est quand même, je trouve, malvenu. C'est vrai qu'après, le président de la Fédération gabonaise de football fait beaucoup d'efforts, mais pour le football féminin, il devrait encore en faire plus. D'accord, messieurs, on nous fait signe que Freddy Koula sera en ligne, le président, lui, d'Akanda FC. Merci Freddy Koula d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Alors, on va poser une première question, comme ça, d'où vous est venu, on va dire, l'idée de pouvoir mettre ce club en place, on va dire. Bonsoir, très heureux d'être en direct sur cette antenne et sur cette émission qui m'est tout aussi chère. Alors l'idée de monter l'association des
président de club de football féminin du Gabon est venu de l'idée fondamentale selon laquelle il faut désormais arrêter d'aller en rang dispersé. Si on veut construire le football féminin, on s'est dit qu'il fallait mutualiser les forces, il fallait pouvoir s'asseoir sur une table et se dire qu'il y a trop de disparités et d'hétérogénéité pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a décidé de mettre un bureau en place avec aujourd'hui le président qui est Tristan Mombo, qui est quelqu'un qui a fait ses classes dans le football féminin. Et on s'est dit aussi qu'il fallait avoir donc un bureau constitué pour pouvoir mettre en avant tout ce qu'il y a comme problématisation dans cette question de football féminin, ou aussi tous les problèmes qu'on pourra mettre sur la table également, et surtout essayer de mettre en place des actions et poser des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions des footballeuses, l'amélioration des conditions peut-être des compétitions du football féminin, et surtout essayer d'apporter une touche différente, parce que si aujourd'hui le football féminin est là où il est, c'est parce que je pense que chacun a été dans son coin en essayant de gratter petit à petit, en baissant la tête. Aujourd'hui, l'idée est de ne plus baisser du tout la tête. L'idée est d'aller de l'avant et de dire que c'est nous, les présidents de club, c'est nous qui formons les filles et c'est à nous de dicter la loi. D'accord, merci Freddy. Alors, on a eu dire qu'une charte a été signée. Si oui, laquelle? Désormais, on a pris la résolution selon laquelle si la Fédération gabonaise de football n'envoie pas un courrier comme ça se fait chez les hommes, notamment en équipe nationale A ou dans les petites catégories chez les hommes, on envoie un courrier, c'est la moindre des choses. Et dans ces courriers-là, la Fédération doit pouvoir stipuler qu'elle prend la responsabilité de soigner les footballeuses quand elles reviendront ou quand elles seront blessées en sélection, et surtout de peut-être apporter une petite aide à ces clubs-là qui forment finalement ces joueuses qui aujourd'hui vont constituer ou ont constitué demain les sélections nationales. Donc c'est aussi cette association une sorte de porte-voix pour des footballeuses, parce qu'il faut bien défendre leurs droits, il faut bien défendre leur stature, et ça doit commencer aujourd'hui et pas demain. Voilà. Merci donc Freddy Koula d'être des nôtres ce soir. On espère vous retrouver très prochainement surtout. Je vous remercie et à très très bientôt. Voilà, messieurs, voilà, on revient donc sur cette situation. Ne pas partir en ordre de bataille, c'est important. Parce que lorsqu'on est organisé, c'est déjà une bataille qu'on a gagnée. Peut-être pas la guerre, mais au moins, c'est déjà quelque chose de... C'est un très bon départ. C'est déjà bien pensé de se dire qu'ensemble, on est plus fort. C'est vrai que seul, on avance plus vite. Mais ensemble, on arrive et on fait des choses bien. Mais ce qui est aussi... ce que moi, j'ai trouvé aussi d'exceptionnel, c'est de se dire il faut mettre cette résolution-là. Ils veulent que, tout comme les hommes, les femmes aient aussi leur statut particulier. Statut particulier comment? Lorsque vous êtes convoqué en équipe nationale, eh bien, il faut un courrier officiel. Ouais. Et dans ce courrier, il faut que l'on dise, voilà, la Fédération gabonaise de football va prendre en charge les filles au niveau des primes, si elles se blessent, si elles ont un bobo, si elles tombent malades. Donc c'est déjà une bonne résolution. Et ensuite, on verra à long terme ce que cette association-là va apporter au football féminin gabonais. D'accord. Oui, je crois que c'est déjà une très bonne initiative, hein, cette association. Et si elle peut faire office de détonateur pour que les choses bougent au niveau du football féminin, je crois que ce serait bien. Très bonne initiative. Et je crois que, vous savez, Freddy Koula a énoncé pas mal de personnes qui connaissent le football gabonais, qui sont à la tête de cette organisation. Je crois qu'il y a des personnes qu'il faut, aux places qu'il faut. La structure sera bien et elle peut servir de détonateur, comme je l'ai dit, pour que les choses avancent au niveau du football féminin au Gabon. Merci, monsieur. On reste toujours dans cette discipline qui est le sport roi pour parler de la star, sinon la méga star gabonaise. Pierre-Emerick Aubameyang serait-il, mesdames, messieurs, sur le point de quitter Arsenal? Là est toute la question. En tout cas, selon ce qui nous est revenu, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine de l'équipe nationale, aurait cessé de négocier avec Arsenal pour une prolongation, lui qui est toujours sous bail jusqu'en 2021. Derrière justement cet élément, on revient commenter le reste. Encore sous contrat jusqu'en 2021, l'international gabonais a inscrit 53 buts en 83 rencontres sous le maillot des Gunners depuis son arrivée en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund, ce qui fait de lui l'un des meilleurs artilleurs de Premier League. Fer de lance de l'attaque des Gunners, le Gabonais d'Arsenal, qui aura 31 ans en juin prochain, serait profondément frustré par la situation actuelle de sa formation, qui ne parvient pas à aligner 2 victoires d'affilée, alors que lui souhaite remporter les trophées majeurs et disputer la Ligue des Champions.
Sa situation ferait aujourd'hui l'objet d'un dilemme du côté de ses dirigeants qui hésiteraient entre le vendre dès le prochain mercato estival ou alors le laisser entrer dans son ultime année de contrat. L'international gabonais pourrait atterrir au Real Madrid, au FC Barcelone ou encore à l'Inter Milan à la fin de la saison. Toutefois, les dirigeants du club londonien peuvent compter sur Mikel Arteta, le nouveau coach d'Arsenal, pour retenir l'international gabonais. Le Real Madrid aimerait bien bénéficier des services de la Panthère du Gabon pour renforcer son attaque. Et pour cela, il serait prêt à débourser 82 millions d'euros, plus James Rodriguez, pour s'attacher des services de l'attaquant d'Arsenal. Affaire à suivre. Messieurs, alors déjà à partir de ce reportage, Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il véritablement décidé de partir d'Arsenal? Je crois que le temps est quand même donné dès lors qu'il a rompu les pourparlers sur la prolongation de son contrat. Donc c'est une façon à lui de prendre position et de dire qu'il n'est plus peut-être prêt à vivre le projet Arsenal tel qu'il avait été énoncé après le départ d'Arsène Wenger. Je crois que Unai Emery est arrivé et les résultats n'ont fait que flancher. D'accord. Et en même temps, le départ d'Unai Emery a plombé encore le moral des... Ouais, on sait déjà qu'il a fait de lui son capitaine, hein, il ne faut pas... Voilà. Effectivement, voilà. Et puis... On peut même se poser la question, est-ce que le fait de lui donner le brassard ne contribuerait pas à vouloir le garder, à ne pas le laisser partir? Je crois quand même qu'avoir envie de partir, c'est vrai. On a des ambitions, on a un plan de carrière. Lorsqu'on joue, on part de l'Allemagne pour l'Angleterre, on se dit, ça y est, je peux briller et prétendre jouer les premiers rôles au niveau de la Ligue des Champions, des compétitions majeures européennes. Mais lorsqu'on va jouer à Arsenal et qu'on se retrouve 11e du championnat, franchement, je crois que le moral peut être baissé, mais ce serait quand même précoce de dire qu'il part au niveau du mercato hivernal. Ce serait bien de finir son bail avec les Gunners d'Arsenal et pouvoir aller librement où il veut, encore qu'il y a des grosses écuries derrière qui ont besoin de ces services. En fait. D'accord. Oui, Rodney, avant peut-être de rebondir sur cette question, quid quand même de l'intégration en guillemets de Pierre-Emerick au sein de ce club? Beaucoup n'y croient pas. On parle d'intégration. Est-ce qu'il serait capable de pouvoir intégrer le système de jeu et surtout cette grosse machine à gagner? Parce qu'on sait que le club est quand même une grosse machine à gagner. Alors, vous avez deux clubs qui s'intéressent à lui, peut-être plus, mais les deux clubs aujourd'hui qui s'intéressent à Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le Real Madrid. Ouais. Et le deuxième, c'est Barcelone. Ouais. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'attaque du Real Madrid, avec un Karim Benzema qui a quand même de feu, deuxième buteur du championnat, on a quand même aussi Barcelone, avec Lionel Messi, avec Suarez. Vous vous rendez même compte qu'à certains moments, souvent, Griezmann est sur le banc de touche. Ouais. Donc ça montre déjà le niveau. C'est pas que Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas le niveau de jouer à Barcelone ou à Madrid, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le mercato hivernal n'est pas souvent propice pour changer de club ou de championnat? Après, il y a une autre situation qui se pose, c'est qu'on ne part pas aussi de cette façon. J'ai l'impression qu'il veut aller au bras de fer. Il ne faut pas aller au bras de fer avec son club, parce que vous serez à tous les coups perdants. On a vu le cas d'Atem Ben Arfa, qui a fait un an et joué même pas au Paris Saint-Germain parce qu'il ne voulait pas partir alors que le club voulait le faire partir. Il y a beaucoup de cas de ce genre-là. Après, vous avez été capitaine, vous êtes capitaine d'Arsenal, ça veut dire que déjà il y a une confiance que l'on vous accorde. Vous êtes le chouchou des fans. C'est vrai qu'aujourd'hui, Arsenal n'est pas dans les starting blocks, n'est pas dans les meilleures équipes, n'est plus dans le Big Four ou le Big Five ou encore le Big Six. Retrouver Arsenal 11e, c'est quand même décevant pour une équipe qui a été champion en 2004, invincible pendant toute une saison. Mais Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, Arsenal, qu'il y reste d'abord. Les choses peuvent évoluer. On sait que la deuxième partie de championnat n'est pas souvent la même que la première. Mais aujourd'hui, venir à Madrid ou à Barcelone serait une erreur assez grave parce que vous avez des joueurs qui sont en confiance. Je parle surtout de Karim Benzema, qui aujourd'hui ne se prive pas de marquer des buts, de faire des passes décisives. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui le leadership de Karim Benzema au Real Madrid, on se pose des questions. Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang peut jouer? J'ai bien peur qu'il y viendra, mais pour être le remplaçant de Karim Benzema. Alors, il y a quand même, il faut quand même lever peut-être l'équivoque ici, il a déjà une trentaine d'années.
on se dit qu'il a mûri. Est-ce que le fait aussi de se dire, bon, il n'est plus motivé à rester à Arsenal, est-ce que rester finalement va pouvoir l'amener à continuer dans les performances qu'il a entamées depuis quelques temps avec le club? Moi, je crois qu'il peut, dès lors qu'Arsenal fait un bon mercato et met des joueurs autour de lui, je crois qu'il peut avoir envie de rester. Il peut avoir envie de revivre le projet Arsenal. Mais en même temps, c'est vrai, 31 ans bientôt. Il n'est pas si vieux que ça. On voit Cristiano Ronaldo qui brille encore, on voit Messi qui brille, pourtant ils ont dépassé la trentaine. Donc moi je crois qu'il peut encore prétendre à de bonnes performances dans des grandes écuries. La question a été posée tout à l'heure selon laquelle est-ce qu'il peut s'épanouir dans ces grandes écuries. Moi je crois que déjà c'est son rêve de jouer au Real Madrid. Ouais. Et son style de jeu correspond au Real Madrid. Ce serait un peu difficile au niveau du Barça parce qu'il joue le tiki-taka, ce qui n'est pas souvent le cas au niveau de Aubameyang, quelqu'un qui aime la course. Mais je crois qu'il peut bien s'épanouir au Real Madrid ou encore à l'Inter Milan qui a également besoin de ses services. Ce serait bien, comme je l'ai dit déjà, qu'il attende le mercato, ne pas le bras de fer. Il était déjà le bras de fer avec Dortmund. Je crois que ce serait mauvais, voulais-je dire, pour son background, pour sa carrière. On aurait cru un joueur va en guerre à chaque instant. Ce ne serait pas bien pour lui. Donc il attend. Après, il y a cet élément qu'on n'a pas pris en compte. C'est le message de son frère, Willy Obama, qu'il dit, en d'autres termes, Mikel Arteta est inexpérimenté. Et tout comme Frédéric Loujberg. Ouais. Mais je crois que Willy Aubameyang qu'il respecte ces entraîneurs-là. Ils ont été des grands joueurs. Après, Zinedine Zidane n'avait pas d'expérience quand il a pris le Real Madrid et on a vu ce qu'il en a fait. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir le bénéfice du doute. Il faut leur donner le bénéfice du doute pour qu'ils puissent faire leurs preuves. Voilà. Pierre-Emerick Aubameyang, justement la pierre de lance d'Arsenal, qui ne fait pas partie de la finale. On va dire comme ça, des 3 derniers joueurs qui sont en finale dans le cadre du Ballon d'Or africain. Ouais. On en parle toujours, ça fait débat. On retrouve 3 noms essentiellement. Ouais. Sadio Mané, Salah et on a aussi un Algérien que vous aimez bien, Riyad Mahrez. Juste après cet élément, on se retrouve derrière pour le commentaire. Plus que quelques jours à attendre. Le 16 janvier 2020, la Confédération africaine de football livrera son verdict lors de la cérémonie des CAF Awards 2019 qui aura lieu à Hurghada en Égypte. Et en attendant ce jour, le choix se resserre. Ce dimanche 22 décembre, la CAF a livré les noms des 3 finalistes par catégorie, dont celle du joueur africain de l'année bien sûr. Ils étaient encore 10 en lice. 7 d'entre eux ont été éliminés par les votants pour ne garder que les 3 meilleurs candidats. Exit donc Pierre-Emerick Aubameyang, Youssef Belaïli, Ismaël Benasser, Odion Ighalo, Khalilou Koulibaly, André Onana et Hakim Ziyech. Il ne reste plus que 3 finalistes donc, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah. Exceptionnel sous les couleurs de Liverpool les finesses de la CAN, Sadio Mané fait figure de favori. S'il n'a pas pu monter sur le podium du Ballon d'Or 2019, le Sénégalais a réussi à prendre la 4e place, comme disait Drogba en 2007. Il a ainsi terminé devant Mohamed Salah 5e et Riyad Mahrez 10e. Le Lion de la Teranga, âgé de 27 ans, est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Quand il n'empile pas les buts, il en offre à ses coéquipiers, comme samedi à Roberto Firmino, pour le but du sac des Reds en Coupe du Monde des clubs contre Flamengo. C'est aussi lui qui a provoqué un penalty en finale de Ligue des Champions remportée contre Tottenham, 2-0. Voilà messieurs, ils ne sont plus que 3 sur la liste. Beaucoup sont partis de là, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Alors messieurs, je vous sens assez prêts à pouvoir vous jeter à l'eau. Alors qui de ces 3 joueurs, messieurs, peut... Au vu des statistiques actuelles, au vu de la renommée, on va dire que Sadio Mané remportera sûrement ce CAF Award 2019 du meilleur joueur africain de l'année. Mais après, il ne faut pas aussi négliger les autres joueurs. On a 3 joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, dont un vainqueur. Donc la Coupe d'Afrique des Nations va compter. Les champions d'Angleterre avec Manchester City, Riyad Mahrez. Aujourd'hui, le combat va beaucoup se faire entre les deux, entre Riyad Mahrez et Sadio Mané, parce qu'il y en a. De plus, lorsqu'ils se sont affrontés, il faut dire que Riyad Mahrez était exceptionnel pendant cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et Sadio Mané était un peu en retrait. Lui aussi, au fur et à mesure, il avait déjà gagné la Ligue des Champions. Il était en finale de la CAN. Il vient de remporter la Coupe du
la Coupe du Monde des clubs. Il a été meilleur buteur du dernier championnat. Mais Riyad Mahrez, de son côté, aussi en a à faire vendre. Malheureusement, il ne joue pas beaucoup. Mais lorsqu'il joue, c'est des buts exceptionnels. Lorsque Riyad Mahrez joue, on est ravis, on est éblouis. Aujourd'hui, malheureusement, Mohamed Salah ne fait pas le poids, il faut le dire. Mohamed Salah ne fait pas le poids. Il est très en retrait, il ne marque plus beaucoup, il n'est plus aussi décisif qu'il y a 2 ans lorsqu'il a remporté ces 2 titres. Alors justement, en quelques secondes, on coupe direct, on dit, moi je vous vois, vous avez déjà une préférence? Oui, moi je vois Riyad Mahrez. Si on se base sur le fait que la Coupe d'Afrique est la compétition en principe qui doit donner beaucoup plus de points. Il est champion d'Angleterre, comme Rodney l'a dit. Ouais. Il est champion d'Afrique. Et lorsqu'il joue, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup. Lorsqu'il rentre sur le terrain, il marque des buts. Depuis son dernier ballon, son dernier sacre, je crois qu'il est quand même constant, c'est Riyad Mahrez. Donc moi, je miserais pour lui. Quoique Sadio Mané, il pèse lourd quand même. D'accord. En tout cas, messieurs, la discussion peut continuer chez vous. Nous, sur Multisport 24, on s'arrête à ce niveau pour l'instant. On espère vous retrouver très prochainement. Et surtout déjà, joyeux Noël à toutes et à tous. Ciao, ciao, bye bye, au revoir.